Si le catch est une discipline normalement scriptée ayant un déroulé et un vainqueur prévu à l'avance, tout ne se passe pas toujours comme souhaité. C'est bien le problème d'un show en direct, si des ratés surviennent, on ne peut pas tout recommencer, les catcheurs doivent faire avec et enchaîner. Des moments sortis du script, il y en a eu pas mal au fil du temps, parfois permettant le meilleur, mais souvent détruisant complètement un scénario. Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 7 imprévus à la WWE. Numéro 7. On commence en juillet dernier, lors de Money in the Bank. Si le show a subi pas mal de petits ratés dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, dans sa globalité il restera quand même assez bon, avec de belles actions sur le ring, mais aussi des moments inattendus, genre le retour de Cena. Ce qui nous intéresse, c'est déroulé lors du match principal de la soirée, voyant Randy Orton, Cody Rhodes et Kevin Owens affronter la Bloodline de Solo Sikoa. Le match va débuter, se déroulera comme prévu, et après 18 minutes d'affrontement, Jacob Fatu se fera envoyer par-dessus la barrière de sécurité, retombant violemment derrière. Mais visiblement, cette action sera mal prévenue en amont. Après son vol plané, Jacob Fatu va violemment retomber sur un médecin de la WWE qui se trouvait là. C'était pas prévu dans le scénario. Bon, à la limite, toucher un membre du personnel, c'est un peu moins grave que toucher un fan. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, lors d'un épisode de Raw, c'est justement ce qui va se produire. On pourra voir Bayley en coulisses se diriger vers l'arène afin de disputer un match contre la force irrésistible Nia Jax. La petite particularité, c'est que la catcheuse Roxanne Perez se trouvait également aux abords du ring pour y assister. Évidemment, après que le match ait commencé, ça conduira rapidement à une confrontation entre les deux catcheuses qui en viendront aux mains. L'idée c'était d'avoir un agent de sécurité qui viendrait sortir Roxanne Perez de l'arène. Sauf que dans la folie de l'action, la catcheuse va accidentellement heurter une fan au premier rang qui tombera de sa chaise. Plus de peur que de mal, cette personne ne sera pas blessée et on pourra la voir aux abords du ring le reste du show. Numéro 6. Si dans le passé, le Big Red Monster Kane a eu un segment le voyant se démasquer et nous révélant son visage bien particulier, il a cependant pu renfiler son masque tout au long de sa carrière afin de continuer à incarner ce personnage démoniaque si particulier. Mais si je vous disais qu'un jour, en faisant son entrée, il a oublié d'enfiler son masque. Je veux dire, c'est la base si tu caches ton visage d'être sûr que tu sois toujours masqué. Eh bien, durant un show non télévisé, Kane va débarquer dans l'arène le visage totalement découvert. Là, on croyait que c'était peut-être voulu. Mais un détail troublant, c'est qu'on aura l'impression ici qu'il se rendait compte de cet oubli. Malgré ça, un doute va quand même persister. Car pour ceux qui s'en souviennent, en août 2014, lors d'un épisode de Raw, il a affronté Roman Reigns dans un Last Man Standing match où le but était que son adversaire reste cloué au sol pour le compte de 10 de l'arbitre. Malgré le fait qu'un peu plus tôt Triple H l'ait motivé à ressortir son démon intérieur pour ce combat, le catcheur finira par perdre la rencontre, un véritable signe de faiblesse qu'il ne va pas se pardonner. Plus tard dans la soirée, il va retirer son masque pour le redonner à Triple H et Stephanie avant de partir. Du coup, peut-être que cette entrée s'est déroulée quelques jours après avoir abandonné son masque, ce serait cohérent dans la timeline. Sauf que cette entrée bizarre a eu lieu en décembre 2013. On est 8 mois avant sa défaite contre Roman Reigns, et à cette époque le catcheur portait le masque toutes les semaines sur les écrans, donc aucune raison qu'il ne l'ait pas ce soir-là, à part si c'est un oubli. C'est assez fou et je voulais le mentionner ici. Numéro 5. On continue du côté de la WCW lors d'un épisode de Thunder en mai 2000. Deux clans vont se confronter dans une énorme bataille royale qui permettra au dernier catcheur sur le ring d'être le prétendant numéro 1 pour le titre de champion du monde. C'était une bagarre absolument chaotique qui partira dans tous les sens et qui verra finalement Vince Russo tenter d'attaquer Ric Flair avec une batte. Ça se retournera contre lui et le Nature Boy parviendra à décrocher la victoire juste après. Cependant, le show n'était pas tout à fait fini, puisqu'à côté de ça, DDP va grimper sur la structure de la scène avec Jeff Jarrett pour y faire retomber ce dernier. Dans le catch, lorsqu'il y a des grosses chutes, la zone d'atterrissage est souvent truquée. Si on peut éviter qu'un catcheur meure, c'est quand même chouette. Du coup, ce sera exactement le cas ici, puisque Jeff Jarrett allait retomber en arrière. On pourra même voir Vince Russo discrètement éviter cette zone en passant. Bah ouais, faudrait quand même pas marcher sur le trucage et que tout s'effondre. Sauf que ce soir-là, le catcheur David Arquette va complètement se faire avoir. Il devait normalement tendre une guitare à DDP pour qu'il l'explose sur Jarrett afin qu'il tombe de la structure. Mais en arrivant dans l'arène, il va marcher sur la zone truquée qui s'effondrera sous ses pieds. C'est la grosse boulette. Bon, du coup ça va complètement annuler le spot et le show se terminera quelques minutes plus tard. Numéro 4. Parlons à présent de Raw depuis son arrivée sur Netflix. Lors du premier épisode, la WWE voudra mettre le paquet avec plein de petites surprises plutôt cool. Mais tout ne va pas très bien se passer lorsque Hulk Hogan fera son entrée. Pour faire simple, il a une marque de bière qui a signé un contrat avec la WWE. Vous pouvez d'ailleurs voir son logo présent sur le ring. Sauf que Hulk Hogan a enchaîné les scandales ces dernières années. Propos racistes, comportements détestables, bref, celui qui fut la plus grande légende du catch voit son image se détruire petit à petit. Et ce soir-là, le public ne fera pas semblant en le huant comme jamais. Brother, I've had a whole bunch of partners down the line, and Netflix
runs wild on you, maniacs. Le plus fou, c'est que le catcheur continuera à réciter sa promo avant de s'en aller comme si de rien n'était. Un segment horrible venu entacher ce premier épisode sur Netflix. Un mois plus tard, toujours lors d'un épisode de Raw, un autre souci assez important va survenir. L'une des plus grosses critiques faites envers la WWE sur Netflix, c'est la latence et les problèmes de connexion lors des directs. Pour faire simple, lorsque vous regardez un show, il arrive souvent qu'ils se mettent à charger comme si vous aviez un mauvais débit. Sauf que le problème venait en réalité des serveurs de Netflix et pas des gens. Ça veut donc dire que ça impacte une grosse partie des fans qui regardent les shows, et c'est exactement le problème qui surviendra lors du match entre CM Punk et Sami Zayn. Après le combat, il était prévu que Kevin Owens sorte de nulle part pour attaquer son ancien ami en lui portant un package piledriver. C'était le moment clé pour lancer la rivalité entre les deux. Malheureusement, énormément de gens vont subir les problèmes de connexion pile à ce moment. Can Netflix please fix this? My God, Netflix, this is bad, guys, please. You know, there's road to WrestleMania. Wait a minute! Oh, KO! Pour des milliers de fans, cette altercation sera complètement gâchée, ce qui était vraiment dommage. Le pire, c'est que Triple H avait déjà communiqué dans le passé en disant pour rire qu'il s'en foutait que ça bug si derrière il y avait 70 millions de spectateurs sur Netflix. Numéro 3. Puisqu'on parle du patron aux commandes Triple H, continuons avec lui quelques instants. Vous vous souvenez peut-être de ce match disputé en 1995 avec des cochons aux abords du ring dont je vous ai récemment parlé sur la chaîne. En bref, le catcheur finira jeté dans l'enclos, nous donnant ce moment assez dégoûtant lorsqu'il sera recouvert de boue. Et bien le même soir, il va subir le mauvais comportement d'un fan. En effet, un gobelet va s'éclater sur sa tête. Faut quand même reconnaître la visée irréprochable du fan. À l'époque, c'était courant que le public jette des choses sur le ring. Dans le même style, on a pu voir Scott Hall recevoir une boisson et transformer ça en un moment encore plus classe en se recoiffant. Bon, aujourd'hui ça s'est un peu calmé, surtout quand on voit que Kalisto s'est reçu une bouteille, lui causant une blessure au niveau de la bouche. Numéro 2. Voir des catcheurs se faire recouvrir d'un liquide venu du toit de l'arène, c'est un type d'action dégoûtant qui est souvent arrivé à la WWE. Ça permet d'ajouter un peu d'extraordinaire dans des rivalités et surtout de surprendre le public puisque ça survient d'un coup sans prévenir. Mais on oublie souvent qu'il faut bien viser pour que ça marche. En mai 2000, lors d'un épisode de Thunder, Kevin Nash se retrouvera sur le ring face à Vince Russo à la tête du clan The New Blood. Faut savoir que lorsqu'il travaillait du côté de la WWE, pour Gangrel, incarnant un vampire, il avait eu l'idée de recouvrir d'autres catcheurs de sang. C'est ce qu'il voudra faire ici, le problème c'est que ça va complètement finir à côté du catcheur, éclaboussant plus les fans au premier rang. La scène en elle-même est déjà très drôle. Un raté bien difficile à cacher, surtout quand on voit leur réaction. Mais le pire, c'est que seulement 2 semaines plus tard, alors que Kevin Nash s'apprêtait à faire son jackknife sur Russo, la même erreur se produira une seconde fois. Le sang va retomber complètement à côté, encore une fois sur des fans au premier rang. C'est quand même incroyable que 2 segments identiques soient loupés de la même manière. Numéro 1. On termine en 1996 durant le 32e épisode de Clash of the Champions. Ce soir-là, Flying Brian, que vous connaissez peut-être sous le nom de Brian Pillman, se retrouvera dans un match contre Eddie Guerrero. La rencontre se passera comme prévu, jusqu'au moment où Brian sera envoyé hors du ring, près de la table des commentateurs. Faut un peu de contexte pour comprendre. Bobby Heenan, que vous voyez ici avec la veste rouge, a eu dans son passé de sérieuses blessures au cou lors de matchs disputés au Japon. Or, Brian Pillman incarnait dans son match le méchant. Du coup, lorsqu'il se retrouvera près de la table, il commencera à attraper les commentateurs pour les utiliser comme boucliers. Une improvisation dans le moment qui pourrait sembler banale. Pillman n'était pas conscient d'à quel point Bobby Heenan était sensible au cou et avait peur des interactions physiques. Une peur qui le conduira à lâcher cette vulgarité au micro. Dans le contexte de l'époque, c'était vraiment surprenant. Heenan commencera carrément à partir de l'arène, ce qui ne faisait toujours pas partie du script, avant de finalement faire marche arrière et s'excuser. C'est dingue parce que personne ne voulait mal agir ici, mais c'était juste la mauvaise action, au mauvais moment, sur la mauvaise personne. D'ailleurs, ça l'a vraiment secoué puisque le reste de la soirée, dès qu'un catcheur se retrouvait pas loin, Bobby se levait pour s'écarter au maximum. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.